en direct à LCN. On face à plusieurs crises en même temps, vous le savez, en logement, l'itinérance, inflation et quoi encore. Et l'heure est aux actions costaudes. On a vu du côté d'Ottawa aujourd'hui une série d'annonces importantes là, pour soulager les portefeuilles. Notre joute des analystes commence. Donc, il y aura de l'aide d'Ottawa. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. De l'aide, notamment dans le dossier du logement. Hein. Justin Trudeau là, qui va enlever la TPS pour toute construction de nouveaux immeubles destinés à la location. C'est un bon début, Mario? Oui. Ben, c'est un geste d'impact. Ouais. D'abord, je veux dire, sur le fond des choses, comme du point de vue politique, la situation commandait de Justin Trudeau un geste lourd de portée, là, un geste d'impact. Et pour moi, ça en est un. Enlever la TPS, d'abord économiquement, là, tu réduis les coûts de construction. Dans la perception des gens aussi, là, tu touches pas à ça tous les jours, la TPS. Généralement, on aurait fait ça dans un budget. Donc, oui, ça apparaît, à mon avis, comme un geste là, de grande portée. Et si on regarde du point de vue politique, encore là, lui, faut qu'il rassure ses troupes, faut qu'il essaie de revirer une situation là, qui est tournée très à son désavantage. Alors, il montre un leadership. Ce qui est beaucoup moins beau, ce qui, moi, me met énormément mal à l'aise, c'est l'appel qu'il a fait au premier... Tu sais, dans le fond, il met les ministres des Finances des 10 provinces là, sur le spot en disant « Ben, allez vous faire la même chose. » Hey, c'est des milliards de dollars. Tu peux pas... Normalement, il aurait dû avoir un sommet entre le ministre fédéral des Finances et les ministres des provinces. Eux retournent dans leur province avec leurs fonctionnaires, étudient leurs comptes. On a-tu les moyens de faire ça? Là, c'est le premier ministre qui émet sur le spot à la TV. Hey, moi, je fais ça. Moi, je suis le king. Puis là, ça, c'est le bout. Autant j'ai trouvé que le reste, c'était un geste fort. Autant ça, j'ai trouvé que c'était bizarre. Là. Ouais. Ben, c'est fou. Moi, dans l'entourage de M. Legault, on me dit qu'ils étaient même pas au courant là, que c'était dans les plans du fédéral. Alors, en effet, c'est eux qui se retrouvent avec le singe sur les épaules. Puis pour que ce genre de mesure-là ait l'impact maximal, on s'entend, il faudrait que les deux paliers de gouvernement s'entendent. Parce que là, tu te retrouves avec vraiment une économie importante pour les contracteurs en termes de coûts de main-d'œuvre, de matériaux, etc. Je pense que c'est un peu ce qui illustre le côté improvisé, politique dans la panique de ce gouvernement-là. Puis la preuve, c'est que cette promesse-là, qui est quand même une promesse forte, qui est réclamée par tous les experts depuis des années, elle était dans la plateforme électorale de Justin Trudeau en 2015. Puis en 2017, il disait que c'était inefficace. Mais là, tout d'un coup, alors... Ça va faire une différence sur le terrain. Sophie, c'est important, mais politiquement... Oui, mais on en parlait, Mario, Emmanuel et moi, parce que quand on se croise dans les corridors, Sophie, devinez de quoi on se parle, Mario, Emmanuel et moi, de politique. Ouais. Et puis, c'est quand même un geste significatif de M. Trudeau à tous égards, pardon. Je pense que dans les deux crises actuelles, tout le monde avait besoin d'un électrochoc. Je pense qu'il vient d'en donner un. Le premier, il faudra qu'il y en ait d'autres, bien évidemment. C'est sûr que du côté de Québec, on n'était pas très heureux de l'apprendre comme ça, mais en même temps, ça va peut-être entraîner un mouvement parce que c'est ce que tout le monde a besoin en ce moment dans ces deux crises. Deux crises différentes, mais qui sont reliées et qui frappent les deux gouvernements en même temps. Et aussi, je pense que l'autre image qu'on doit retenir, c'est que M. Trudeau, aujourd'hui, donnait l'impression d'un joueur qui retourne sur la patinoire, déterminé à passer à l'offensive après un flottement de plusieurs semaines. Oui, bien entouré, évidemment, avec évidemment des élus, des militants qui l'applaudissaient. L'image d'unité qu'ils voulaient projeter. Voilà, exactement. On propose aussi, du côté des libéraux, de s'attaquer au prix du panier d'épicerie. On va écouter, d'ailleurs, à ce sujet, là, un extrait du point de presse du premier ministre. We're giving them an opportunity to come to Ottawa by Thanksgiving and tell us exactly what they're going to do to stabilize food prices across this country and ideally start bringing them down. Le prix du panier d'épicerie, il faut le rappeler, hein, qui a augmenté de quoi? Pas loin de 9 là, en un an. Emmanuel, convoquer comme ça là, les dirigeants d'épicerie, là, ça va donner quoi? Bien, ça fait plaisir au monde, hein? C'est les gros méchants épiciers, ça coûte trop cher, etc. Mais je vais vous dire, Sophie, j'ai passé la dernière heure et demie à texter, à échanger avec plein d'économistes et ils sont unanimes. Ils décrivent ça comme une mesure populiste. Certains disent même que c'est une mesure dangereuse parce qu'il y a deux choses qu'on oublie dans ce débat-là. C'est que les études approfondies le démontrent. La marge de profit des épiciers, elle n'est pas sur la nourriture. Et donc, plus l'inflation a augmenté, plus la marge s'est réduite. Donc, c'est pas là qu'on peut aller chercher de l'argent. Et la cause du prix du panier d'épicerie au Canada, entre autres, il est
causée par une chose, c'est l'absence de concurrence. Il y a 5 gros joueurs qui contrôlent tout le marché. Alors oui, ça fait plaisir au monde. Oui, ça donne l'impression d'un gouvernement qui se tient debout face aux méchantes compagnies. Mais dans les faits, les politiques de fixation de prix ont rarement des effets bénéfiques sur l'économie, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va finir par payer. Hein? Est-ce qu'il faudrait, Mario, aller plus loin, comme en France, là, qui a carrément décrété un gel des prix, là, qui est allé beaucoup plus loin? Non, c'est pas le gouvernement qui peut fixer les prix. Là. Il y a une loi de l'offre et de la demande. Le gouvernement qui fixe les prix, ça n'a jamais marché nulle part. Le père Justin Trudeau avait essayé ça. Ça a été un véritable désastre. C'était un véritable désastre. Et donc, non, on se comprend que ça, autant à l'autre bout, là, j'étais positif. Ça, c'est un show de boucan. En ce qui me concerne, complètement. On va faire venir en faisant venir les géants de l'épicerie, c'est comme si Justin Trudeau lui place son gouvernement, qu'on est du bord du monde, puis on va les gronder parce qu'ils vendent cher. Ça n'a pas rapport. Et eux vont y répondre quoi? Vont y répondre, une partie des augmentations de prix, c'est le transport, puis ça, c'est à cause de tes taxes sur l'essence. En même temps, qu'il y ait un peu de surveillance, que les géants sentent qu'on les surveille. Bon, ça peut pas être mauvais, mais un des problèmes de fond, c'est que si ça se passait aux États-Unis avec les pouvoirs des comités parlementaires à la Chambre des représentants ou du Sénat, ça serait autre chose, parce qu'ils ont un pouvoir d'intervention. Mais à Ottawa, je vais paraphraser une phrase choc et célèbre de notre ami Jean Lapierre à l'époque. « Que voulez-vous? C'est un castor, pas dedans. » Un comité parlementaire. Alors donc, ça risque de donner... On a un bureau de la concurrence qui n'a pas de dents non plus. C'est le nerf du problème là-dedans. Là, aussi. En tout cas, si on regarde le dernier sondage Abacus, là, ça commence à ressembler à une tendance lourde, là, l'avance des conservateurs. Puis ça prenait des annonces, vous voyez, l'écart, 41 pour les conservateurs, 26 pour les libéraux. Ça prenait aujourd'hui là, quelque chose comme une espèce d'électrochoc, là, de quoi impressionner tout le monde, là. Ben, il n'y avait pas le choix, M. Trudeau, pour rassurer ses propres troupes, qu'il voit aller à la dérive. Tu sais, genre, on va penser à ça. Eux ont besoin d'être rassurés. Donc, la reconstruction commence par là, si on veut. Est-ce que ça peut porter fruit? Moi, je pense qu'on va être davantage fixé plus tard dans l'automne pour voir si le genre de mesure qui est annoncé aujourd'hui se rend jusqu'à l'électeur ou bien est-ce que si les électeurs ont tout simplement décidé d'arrêter de les... Bien. Sommet sur l'itinérance, ça s'en vient et ça promet pour demain. Au retour, parlons de l'argent de Québec et des attentes des maires. Restez avec nous. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alors, Alexandre, tu me parles d'un rapport qui recommande à la NASA de quoi? De plus de transparence, de jouer un rôle plus présent avec les ovnis? Exactement. C'est un peu de tout ça, Mario, parce que ça fait quand même des mois là, qu'on travaille du côté d'un comité d'experts autour de recommandations qu'on pourrait fournir à la NASA. Là. C'est vraiment pas là, d'expliquer c'est quoi les ovnis puis qu'est-ce qui se passe. Non, c'est vraiment de savoir comment on pourrait étudier les phénomènes aériens non identifiés, parce que c'est maintenant ça, là, le terme qu'il faut utiliser. Dans la communauté scientifique, on essaie là, de migrer du terme OVNI. Parce que n'importe qui entend OVNI pense à des petits bonhommes verts sur une soucoupe volante. Exactement. Quand c'est pas du tout ça. C'est un objet volant non identifié. Ça peut être un oiseau. Un ballon chinois, par exemple. Un ballon chinois, c'est un OVNI. On essaie maintenant d'utiliser le terme PAN, donc phénomène aérien non identifié. C'est un terme qu'on veut utiliser maintenant. Mais bon, on reconnaît là, qu'en ce moment, la NASA, entre autres, joue un rôle prépondérant autour de tout ça et doit le jouer encore plus fort, parce que c'est la NASA en ce moment qui possède la capacité de détecter des ovnis, du moins la capacité la plus avancée sur la planète. Là. C'est eux qui ont tous les télescopes, c'est eux qui ont les capteurs qui sont calibrés de fine pointe de la technologie et ont une expertise, là, évidemment, étendue sur tout ce qui est aérospatial, phénomène aérien. Donc, on leur demande de s'impliquer davantage puis d'être capable maintenant aussi, tu l'as dit tantôt, d'une plus grande transparence envers le public. Ils peuvent pas dire aux gens tout ce qu'ils savent. Exactement. T'as-tu pensé? C'est sûr que dans les milieux complotistes, Mario, personne ne va jamais faire confiance à la NASA. Là. Pense-y, les premiers ennemis de la NASA, c'est qui? C'est les platistes, hein? Les gens qui croient que la Terre est toujours plate, qui pour eux, la NASA a des informations selon laquelle la Terre est plate depuis toujours, puis les divulguent pas au grand public. Mais c'est quand même intéressant ce qui est amené. Ils ont même créé des films avec des astronautes qui font semblant d'envoyer dans l'espace et de ramener des photos de la Terre comme si elle était ronde. Voilà, Mario, voilà. Non, on est rendu là. Ben, ouais, ça fait partie des complots. Ceux-là sont peut-être rendus un tout petit peu moins présents, mais c'est quand même intéressant de savoir là, qu'on va impliquer la NASA autour de l'observation des ovnis, parce qu'on veut maintenant prendre ça extrêmement au sérieux du côté des gouvernements. On pense même peut-être qu'en tentant de résoudre pourquoi, par exemple, des gens ont vu des lumières dans le ciel ou ont vu une espèce de flou se déplacer, qu'on va peut-être découvrir des phénomènes physiques
tout nouveau qu'on n'aurait jamais observé sur la planète. C'est possible là, qu'on parvienne à des véritables découvertes scientifiques autour de tout ça parce qu'il y a des explications logiques derrière. Puis si c'est pas des petits bonhommes verts venus d'ailleurs, Mario, ben c'est certainement un phénomène physique qu'on n'a pas découvert. Et plus de transparence, c'est tellement important parce que pendant des années, les gens ont toujours cru qu'on nous cachait quelque chose. Mais là, de maintenant les impliquer le public dans le processus, mais tout le monde est gagnant. On va tous aller à la recherche des ovnis ensemble. On va surveiller ça. Merci, Alexandre. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Direct à LCN. En direct à LCN. Un gros électrochoc hier avec ces chiffres là, qu'on a appris tout frais sur l'itinérance au Québec, là, de quoi fouetter les ardeurs des élus là, qui se rassemblent à Québec demain pour un sommet de l'UMQ qui doit faire la différence. Là, Mario, le ministre Carman, sans la pression monter, promet un peu plus de 15 millions en financement d'urgence. Et là, ça n'a pas été très long. La mairesse de Montréal s'est empressée de rire. Là, pour elle, c'est un diachylon sur une plaie ouverte qui saigne. Mais ça peut pas être juste ça. Là. Il peut pas se présenter là demain et n'avoir rien d'autre. C'est ce que c'est, là, un plaster, un diachylon, dans le sens que c'est vraiment un montant là, pour des refuges, pour essayer de donner un toit. On règle rien avec ça. On donne peut-être un toit pour l'hiver à des gens qui dormiraient dehors. Donc on peut pas dénoncer ça, là. C'est quelque chose qu'il faut faire. Mais là, on a besoin d'un plan beaucoup plus large de lutte contre l'itinérance. Et il faut donner quand même le crédit aux maires des villes qui, depuis plusieurs mois, Bruno Marchand en tête, ça se passe demain chez lui à Québec, ont monté le dossier, ont forcé le ministre hier à rendre public ses chiffres et ont préparé le terrain. À l'heure où on se parle ce soir, on s'entend qu'on n'a jamais autant parlé d'itinérance. Ils ont vraiment réussi à mettre le sujet sur la place publique, en faire un enjeu où tout le monde attend des actions. Oui, les maires attendent beaucoup plus que ça. Emmanuel? Bien, oui, c'est sûr, parce que comme le diachylon, ça passe l'hiver, mais il faut résoudre les problèmes qui font en sorte que ça prend tant de temps construire du logement social. Il y a un problème de ressources, il y a un problème de réglementation. Puis aussi, il faut aussi mettre en place toute la structure pour accompagner ces gens-là, pour les sortir de l'itinérance. Puis ce qu'il y a de compliqué là-dedans, on parle beaucoup des gens qui travaillent en silo. Le problème, cependant, c'est qu'il n'y a pas une cause. On n'est plus à l'époque où ce sont tous des toxicomanes, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Là. Il y a des gens là-dedans qui ont perdu leur logement à cause d'une rénoviction, d'autres à cause d'une hausse de loyer, d'autres qui ont... Et donc, c'est tellement varié, les causes, que c'est difficile de trouver une approche commune pour rejoindre et servir adéquatement ces gens-là. Oui. Paul, c'est assez fascinant, on voit le tableau, là, de voir les raisons qui poussent les gens à la rue. Et là, vraiment, là, maintenant, c'est carrément l'expulsion du logement. Là. Puis on voit toutes sortes de... Sophie, combien des gens, là, le témoignage des deux dames que Yves Poirier a rencontrées aujourd'hui de 70 ans qui, effectivement, ont perdu leur logement et puis se retrouvent à la rue à 70 ans dans le Québec de 2023. C'est un visage là, sur les chiffres dont on a pris connaissance hier. Mais de manière générale, donc, c'est clair que les maires et les mairesses ont réussi à placer le gouvernement devant l'obligation d'en faire beaucoup plus. Ça, c'est une chose. Le risque que tout le monde court en ce moment, à mon avis, il est simple. Si on continue encore dans la ritournelle de c'est ta faute, c'est pas de la mienne, comme on a entendu encore aujourd'hui un peu, on n'en sortira pas. Et au plan politique, je pense, je ne sais pas si vous avez suivi la période de questions aujourd'hui, mais il n'y a personne qui peut douter de la volonté maintenant et de la sincérité des gens au pouvoir comme dans l'opposition de trouver des solutions concrètes. Donc, le ministre Carman n'arrête pas de le dire. Il faut travailler ensemble. Tout le monde le dit, au fond, mais est-ce qu'on va, le faire? On va le faire. Et c'est pas vrai que les villes n'ont pas une part de responsabilité dans la solution, en tout cas. Ça, c'est clair. Et on verra ce que ça donnera demain. Oui, on sera là demain, de toute façon, pour couvrir ce sommet en long et en large. D'abord, c'est important de dire que Québec solidaire n'a pas le monopole de la solidarité. On le voit avec ses actions, avec Facebook, dans Jean Talon en particulier. Alors, une ligne appuyée par un regard soutenu, un jeu de sourcils quand même appuyé. On sent que la volte-face des solidaires là, sur le boycottage de Meta va servir longtemps les intérêts de M. Legault, Mario. C'est plus que M. Legault. Je pense que dans leur propre clientèle, dans leur électorat, c'est une tâche, là. Tu sais, il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite, il y a des gens qui se font des reproches les uns les autres. Mais on n'avait jamais, à peu près dans l'histoire, reproché à Québec solidaire son manque de principe.
Même des fois, même moi, je le reprochais parfois de manquer de pragmatisme, d'être trop sur les principes, trop à cheval sur les principes, manquer un petit peu de sens pratique. Mais là, de voir ce parti-là trahir ses principes, s'acoquiner qu'une multinationale pour dire hey, nous autres, il faut qu'on joigne notre monde, comment ça coûte? Bon, 1000 $, 2000 ouais, la facture, on va te payer ça. Les gens, je pense, sont abasourdis là, par cette façon d'agir-là. Et c'est certain. Écoute, ils sont mieux de gagner Jean Talon, là, parce qu'il y a un prix à payer pour ça. Puis tout le discours qui vient avec, de dire ben oui, nous autres, on a des principes, mais là, c'est pas pareil. On est dans une partielle, il faut qu'on joigne notre monde. Donc là, nos principes, on les laisse de côté, mais... Ouais. Et de dire qu'un petit geste comme quelques milliers de dollars comme Solidaire, ça change rien pour Meta. Je pense que c'est ça qui fait très, très mal à Solidaire. Tout le monde revient avec ça. Bon, à ce moment-là, je fais rien pour l'environnement. Un petit geste ne change rien. J'ai hâte de voir ce que les dirigeants de Solidaire vont décider. Ils ont encore peut-être quelques heures, quelques jours pour changer de position. Le mal est fait. Moi, en tout cas, demain, on fait rien. Oui, le mal est fait. Moi, j'en ai changer le boycottage total demain. Là. Dans mon esprit, le mal est fait. Regardez ce qui est arrivé à la mairesse Plante, dont le parti a fait une pub pour vendre là, toute sa réforme de Camille Néraud. Elle s'est pointée devant les caméras aujourd'hui. Elle a dit, écoutez, c'était la mauvaise décision. On retire ça, c'est terminé. Merci, bonsoir. À un moment donné, en politique, tu sais, faut avouer ta moitié pardonnée. Là. Mais Solidaire pourrait le faire encore, là. Ben oui, mais ça fait 5 jours que ça fait 4 jours qu'on en parle. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Oui. C'est sûr. Merci à vous. Je vous retrouve lundi. Au revoir. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Cet épisode est